ravis d'avoir soutenu cet événement et que vous ayez répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je vais essayer de dire ça. Ça m'arrive un jour. Bonjour mesdames, messieurs. Écoutez, si j'ai quelque autorité à me permettre de dialoguer avec Alain et de susciter en lui un discours, c'est lié à une aventure qui est maintenant assez longue, qui me permet d'une part d'être son complice théâtral, un de ses complices théâtraux, et puis je dois dire un ami aussi, parce qu'on s'est forgé pour une part dans la diversité théâtrale, et nous on a des souvenirs d'Avignon qui étaient beaucoup moins fastueux et enthousiastes que ceux qui suivent aujourd'hui. On a œuvré tous les deux sur plusieurs œuvres, je les cite, hein, on y reviendra plus tard, mais enfin, on a Ahmed le Subtil, qui était une œuvre écrite par contamination littéraire à partir du Faubourg Escapin de Molière, qu'on avait créé ici même dans le Carme. Ensuite, on a travaillé sur Ahmed Sauvage, qui était une variation sur les contentieux qu'on avait vécu à propos d'Ahmed le Subtil. Ensuite, on a travaillé sur les citrouilles, qui était une variation sur les grenouilles d'Aristophane. Ensuite, on a œuvré sur Ahmed Philosophe. Et enfin, dernièrement, on a œuvré sur le second progrès de Socrate, le procès de Socrate, qui est la dernière œuvre théâtrale produite par Alain. Voilà. Donc ça, c'est le parcours qui m'autorise en quelque sorte à dialoguer avec Alain. Alors, moi, la première question, Alain, que je voudrais poser, c'est: tu fais œuvre littéraire au sens large, avec une composante philosophique, bien sûr, une composante romanesque et une composante théâtrale. Et moi, je voudrais savoir l'architecture de cette trilogie, c'est-à-dire qu'elle appartient à une tradition, un peu perdue d'ailleurs, hein, du philosophe écrivant des romans et écrivant pour le théâtre, Sartre par exemple. Et je voudrais savoir, d'une part, comment se constitue cette trilogie-là, et puis d'autre part, la temporalité de l'écriture. C'est-à-dire, est-ce que tu écris de la même façon pour le roman, pour la philosophie et pour le théâtre? Alors, je voudrais dire d'abord que la tradition dont tu parles, et qui est en effet illustrée par Sartre, évidemment, philosophie, théâtre, roman, est à mon avis une tradition qui remonte à une image proprement française du philosophe, à savoir le philosophe au XVIIIe siècle. Quand on parle des philosophes au XVIIIe siècle, comme vous le savez, on parle en réalité d'écrivains qui ont aussi donné dans le théâtre et dans le romanesque. Voltaire, Rousseau, tous ces gens-là sont des gens qui font aussi du théâtre et du roman. D'ailleurs, Sartre lui-même considérait le philosophe du XVIIIe siècle comme son véritable ancêtre. Il disait même nous avons là des ancêtres que nous ne méritons pas, avec une modestie qu'il manifestait rarement. Et je suis dans cette lignée. C'est-à-dire, je suis dans cette lignée. Je pense que le mode sur lequel la philosophie s'adresse à tout le monde, non seulement n'exclut pas, mais en un certain sens implique les différentes formes d'adresse intellectuelle et affective de l'écriture que constitue le roman et encore plus le théâtre. Je rappelle que le théâtre, malgré tout, rapport du théâtre et de la philosophie, c'est une histoire très singulière, parce qu'elle commence bizarrement. Elle commence bizarrement, puisque chez Platon, il y a d'un côté une critique du théâtre, assez sévère, très sévère, et qui va jusqu'à penser que les auteurs de pièces de théâtre, on ferait aussi bien de les expulser. Donc et en même temps, il fonde la philosophie en l'écrivant sous la forme de dialogue, c'est-à-dire en assumant la forme théâtrale. Donc on a quelqu'un qui est, de toute évidence, très partagé sur le rapport de la philosophie et du théâtre. D'un côté, parce que la sagesse philosophique, c'est pas une sagesse de saltimbanque, quoi, hein.
une sagesse où on parle des choses sérieuses, où on n'est pas en train de mettre des costumes pour jouer des farces. Ça, il pense ça. Mais d'un autre côté, il pense que l'efficacité philosophique est en fin de compte une efficacité théâtrale. C'est-à-dire que c'est dans le dialogue qu'on voit vraiment ce que c'est que la philosophie. Alors je pense que, à travers tout ça, là, il faut réconcilier philosophie et théâtre dans cette tradition, et que les problèmes que ça pose, ça tu as raison, c'est des problèmes d'écriture. Un mot là-dessus. L'écriture théâtrale, elle est très particulière parce que il faut écrire en attendant, ayant ça présent à l'oreille, en entendant déjà ce que ça donne, le texte. C'est-à-dire que ce que j'appelle l'écrire à l'oreille. Le texte théâtral, il faut l'écrire à l'oreille parce qu'il faut déjà anticiper ce que ce texte va être, qu'il sera dit, sera prononcé devant l'audience. Et ça exige qu'on écrive assez vite. Voilà. Alors lui, il m'y poussait beaucoup, parce que, et en particulier pour un maître philosophe, terrible, hein, parce que il me faisait écrire la pièce pratiquement le jour où elle allait la jouer, enfin j'exagère un peu, pas loin, pas tellement. Et c'était là que je travaillais donc au rythme des comédiens, vraiment. Et j'ai appris là, grâce à Christian et à ses comédiens, j'ai appris là ce que c'était vraiment l'écriture de théâtre. Je me suis souvenu que Molière écrivait comme ça. Il y avait la pièce dans 15 jours, il n'avait pas fini. Hein. Et alors, il bâclait les choses. Alors, l'écriture théâtrale, il faut accepter que ce soit fait vite, à l'oreille, et que c'est ça qui est efficace. L'écriture philosophique, c'est exactement le contraire. L'écriture philosophique s'agit d'expliquer aussi clairement que possible des choses très compliquées, et donc de prendre le temps qu'il faut pour transcrire l'idée qu'on a dans une prose aussi simple que possible, c'est-à-dire pour beaucoup de philosophes, pas si simple que ça, aussi simple que possible. C'est le possible. Et je peux vous faire une confession, moi l'écriture philosophique, j'en ai écrit un paquet, hein, mais je trouve ça assez ennuyeux, à vrai dire. Par rapport à l'écriture de théâtre, c'est évident. L'écriture de théâtre, ça vous fait rire vous-même, vous écrivez, c'est bien. L'écriture philosophique, ça ne vous fait pas rire du tout. C'est quand même l'argumentation, le sérieux de la pensée, de la mathématique, tout ce que vous voulez. Et donc ce sont deux écritures que je ne pouvais pas, que je n'ai jamais pu manier en même temps. Quand j'écrivais du théâtre, je ne pouvais pas écrire de la philosophie. Et le roman, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose parce que le roman, c'est la temporalité. Tout roman est une question de temps, à l'intérieur même du roman. Le roman, c'est toujours le roman du temps qui passe. Il n'y a qu'à la recherche du temps perdu, le roman de Proust, c'est un peu le titre de n'importe quel roman, en fait. Tout roman est en partie à la recherche du temps perdu. Et donc on a à la recherche du temps perdu pour le roman, on a courir après le temps qui passe au théâtre, et en philo, eh ben, c'est l'éternité. Mais à l'intérieur de ton écriture théâtrale, j'ai pas l'impression, enfin du moins c'est peut-être moi qui projette quelque chose, mais que par exemple, on va dire les textes entre guillemets sérieux, bon, c'est un petit peu facile comme intitulé, mais je pense à l'écharpe rouge et je pense à l'incident d'Antioche. L'incident d'Antioche est une écriture d'Alain à partir de la Sigle de Paul Claudel. Je n'ai pas le sentiment que c'est la même temporalité d'écriture que les Amen. Voilà. C'est-à-dire que voilà, quand on aborde l'œuvre, on a un sentiment de solitude, d'élaboration dans les deux premières, que je ne vois pas dans les philosophes. Qu'est-ce que l'une doit à l'autre et à quoi l'une peut servir à l'autre. Enfin, comment elles se renvoient leur énergie. Oui, alors là, c'est une autre question qui est interne au théâtre. C'est, pour le dire dans un langage absolument classique, c'est la question de la différence entre la comédie et la tragédie. En réalité. Et naturellement, aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que tout ça veut dire. Hein.
Mais je pense qu'il y a une distinction essentielle et historiquement stabilisée entre la tragédie et la comédie, qui était à l'origine, qui composait à l'origine grecque la totalité du théâtre, en deux formes absolument distinctes. Et les modes de représentation n'étaient pas les mêmes. Et on jouait des trilogies tragiques, et puis à la fin, on jouait une pièce comique. Et cette division, malgré tout, c'est vrai que c'est aussi une division d'écriture. C'est-à-dire que la tragédie c'est un art mélancolique, fondamentalement. C'est pas un art nécessairement violent, sanglant, ça c'est des caractéristiques secondaires. La caractéristique centrale, c'est que la tragédie est mélancolique parce qu'elle raconte les obstacles, les mécomptes et les impossibilités de la puissance. Je vais te dire une chose, tu me diras si tu es d'accord. Il me semble que tout théâtre, en fin de compte, est quand même directement ou plus indirectement une critique de la puissance, une critique du pouvoir. Alors, la comédie, c'est direct, c'est frontal. La comédie, c'est le pouvoir des valets, des esclaves, de Ahmed, de l'ouvrier immigré. Et elle montre le ridicule des puissants, la comédie, toujours. Mais la tragédie, elle montre le caractère triste et lugubre des puissants, en réalité. Leur impossibilité de vivre, vraiment. Le fait que la puissance et la vie, c'est des choses très distinctes, qu'en fin de compte, la tragédie, c'est la présentation du caractère mortifère du pouvoir, du lien interne indissoluble entre le pouvoir et la mort, quelque chose de pouvoir. Et donc quand on écrit ça, c'est évidemment pas le même rythme quand on écrit la comédie. Et il faut s'installer dans le devenir de la mélancolie. Mais je pense que même là, il faut travailler à l'oreille quand même. Même là quand même, il faut, parce que la mélancolie du théâtre, c'est un chant. C'est un chant, c'est une cantilène, c'est une élégie, comme ça. Et cette élégie, il faut l'entendre aussi quand on écrit, de manière à le faire passer, à faire vivre cette mélancolie du tragique. De sorte que je maintiendrai quand même, bien sûr, c'est pas le même rythme, mais je maintiendrai le fait que quand on écrit du théâtre, on est déjà au contact du théâtre, même s'il n'est pas là, même si l'incident d'Antioche qui date de 1989, comme tu sais, n'a pas encore été représenté. Non, mais je le peut-être par ta faute. Hein. Oui, sans doute. mais toujours est-il que la tragédie peut attendre très longtemps, mais néanmoins, c'est au contact du théâtre. Ça, je crois. Non, parce que l'incident d'Antioche en question, moi je le tiens pour le texte qui m'attire le plus. Alors c'est peut-être à cause de cette attirance, si tu veux, que j'ai refoulé. L'attirance est un affect contradictoire. Oui, voilà, exactement. Plus ça t'attire, moins tu le fais. La question qui en découle, hein, c'est fait cette distinction avec la tragédie. C'est une chose qui nous a agités tous les deux. C'est on tenait, et j'aimerais t'entendre à ce sujet, que vous l'entendiez à ce sujet. On avait le sentiment tous les deux qu'il y avait un refoulé aristophanesque, si vous voulez, dans le théâtre contemporain. C'est-à-dire qu'on avait une aisance à se reconnaître, voire même à monter et à faire entendre les tragiques, Sophocle, Euripide, mais que la question d'Aristophane n'était pas une question qui préoccupait le théâtre contemporain et qu'il y avait un tabou politique, en réalité, et que l'aventure qu'on a menée tous les deux, c'était précisément de l'interroger. Alors ça, je veux vraiment t'entendre parler sur cette question d'Aristophane, et en quelque sorte, c'est conséquentiel à ce que tu as dit sur la comédie. La comédie est liée à l'événement, est liée au présent, hein, de ce qui est. C'est-à-dire que pas du tout dans une sorte de peut-être d'illusion d'éternité que la tragédie porterait. La comédie est liée au conjoncturel. Et voilà, ça j'aimerais t'entendre parler de cela, c'est de la dimension politique finalement de la comédie et du refoulé d'Aristophane. Oui, je crois absolument que ce que tu dis, je suis entièrement d'accord, la comédie est à tous les âges, le grand théâtre du présent quelquefois immédiat. Parce qu'une bonne partie des comédies d'Aristophane sont des comédies violemment engagées dans le cadre de la guerre du Péloponnèse, dans le camp pacifiste.
donc aussi des interventions politiques, inimaginables aujourd'hui d'ailleurs, parce que les personnages au pouvoir, en particulier ceux partisans du camp belliciste, sont traités faux par corps. Hein. C'est un flot d'insultes, de dérision. Le débat politique vu par la comédie est d'une extraordinaire violence, nous avons en partie oublié. Et donc ça c'est vrai, c'est non seulement le présent, mais c'est le présent dans la figure de sa violence, son immédiateté, convaincre à tout prix le victoire, discréditer l'adversaire par tous les moyens, c'est extrêmement mal poli, en même temps que c'est un très grand poète. C'est aussi un poète qui fait entendre des chœurs, des chants, des poésies magnifiques, extraordinaires. Il y a ce mélange comme ça d'agressivité politique extrême et de chants poétiques magnifiques, c'est admirable et il semble que ce soit très difficile à faire aujourd'hui. Voilà. Quand Villard, allez à Avignon, quand Villard a monté la paix, Aristophane, il l'a monté dans une relation directe à la guerre d'Algérie. C'était évidemment, une manière de dire, en tant qu'homme de théâtre, la guerre d'Algérie est quelque chose de criminel et que je désapprouve absolument. Et ça a été entendu comme ça. Et il a pu le faire, c'est caractéristique, il a pu le faire en allant chercher Aristophane. Il n'avait pas de pièce contemporaine sous la main pour le faire. Le seul qu'il y a eu, c'est les paravents de Genève, finalement, qui a été monté un peu plus tard. Donc c'est très caractéristique que cette comédie, qui était le présent politique grec, elle s'est en effet un peu affaiblie, alors que c'était encore le cas des comédies de Molière, malgré tout. Parce que le Tartuffe, c'est une critique directe d'un clan politique constitué, le clan des dévots, qui est un acteur politique du pouvoir, et c'est une charge très violente contre cet obscurantisme dans la vie sociale. Et de même, Don Juan, c'est quand même, en définitive, une critique de la désinvolture de la noblesse. Ça pouvait être entendu comme ça. Ces deux pièces qui ont d'ailleurs été interdites. Ça s'est frappé possible. Elles ont été interdites après que le roi les ait entendues, parce que le roi était très content de les entendre, lui, mais après il les interdisait pour tous les autres. C'est ça, sa manière de faire. Donc sur la comédie, je suis d'accord, et absolument, et il y avait un manque auquel nous étions d'accord, qui était aussi le manque du personnage en quelque sorte principal de la comédie, dont nous avions remarqué que ça avait été l'esclave dans l'Antiquité, que ça avait été le valet dans les temps classiques et aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce personnage que nous appelions, toi et moi, le personnage diagonal, et le personnage qui passe à travers, en réalité, la différence des classes, parce qu'il est plus intelligent alors qu'il est dans les basses classes que les maîtres. Voilà. Ça, c'est typiquement le personnage central des comédies. L'homme des basses classes, plus intelligent que les maîtres, et qui va les rouler dans la farine. Le temps de montrer qu'on les croit très puissants, mais ce sont aussi des gens pas malins. Peut-être même des imbéciles. Pompeux, puissants. Et la comédie montre ça. Alors on a essayé de refaire ça. Voilà, on a essayé de refaire ça. Enfin, en même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas entendre, enfin, il me semble, tu diras, non, mais c'est qu'on n'instituait pas le théâtre comme un tribunal de la vérité, c'est-à-dire que les mécanismes étaient avoués, c'est le personnage dont il parle là à propos des farces qu'on a travaillées tous les deux, c'était Ahmed, hein, et qui utilisait la langue, et on a rajouté assez vite d'ailleurs la langue et le bâton, les deux, dans son rapport au puissant. Donc, mais pas pour forcément être en proposition, si vous voulez, d'une vérité qui serait la sienne, mais plutôt d'un abus de pouvoir qui était le leur. Donc les armes utilisées n'étaient pas forcément... Bon, le bâton c'est frontal, c'est simple, c'est un coup. Quoi, mais dans le langage, j'ai envie de dire, il y avait une certaine sophistique d'Ahmed qui embrouillait, en quelque sorte. Ça apparaissait comme un discours philosophique, mais c'était plutôt de l'embrouille,
à vrai dire, et ça réinvestissait la dimension dionysiaque du personnage. C'est cette question-là, c'est-à-dire le théâtre portant un dérèglement, quel que soit le point de vérité du pouvoir. Quand bien même, par exemple, soyons-nous d'accord avec ce pouvoir, il appartiendra au théâtre, de toute façon, de le dérégler. C'est ce point de fuite, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est d'ailleurs la figure du personnage de la comédie classique, le personnage diagonal, le valet ou l'esclave, c'est qu'il est d'abord et avant tout le maître des intrigues, en effet. C'est-à-dire sa langue elle-même est destinée à embrouiller les puissants, à leur raconter des histoires invraisemblables, mais à les leur faire croire. Et ça conduit l'intrigue théâtrale dans sa rapidité et dans sa... Il ne faut pas croire que le personnage d'Aristophane soit un révolutionnaire, par exemple. C'est pas du tout ça. C'est un personnage qui démontre simplement les ressources d'habileté, de virtuosité langagière, de complication de la pensée, d'embrouille, d'intrigue du personnage qui vient des basses classes, qui va s'avérer de ce point de vue-là capable, sur une situation concrète déterminée, en général de favoriser le mariage de deux jeunes dont le papa ne veut pas, quoi, qui va montrer là sa capacité à transformer la situation, à la désaiguiller de telle sorte que le papa en question ne va plus rien y comprendre et qu'on lui fourguera le mariage sans qu'il s'en aperçoive finalement, quelque chose comme ça. Donc c'est ça, la comédie, c'est ça. Et ça dénote, malgré tout, à la fin des fins, la possible faiblesse du puissant. C'est tout ce que ça montre. Ça ne prétend pas une solution alternative. Ça montre qu'il ne faut pas se faire avoir quand même par la figure du puissant. Voilà. Et c'est le démontage de la figure du puissant dont il s'agit dans la comédie classique. Et je pense que le démontage de la figure du puissant demeure une opération nécessaire, légitime. Voilà, aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui le puissant serait devenu intouchable. Il ne l'est pas d'ailleurs, il prétend. Le puissant démocratique, on peut dire un peu tout ce qu'on veut sur lui. C'est pour ça que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a un démontage plus profond. Et la comédie le faisait. La société grecque était démocratique elle aussi. Ça n'empêchait pas que les positions d'Aristophane étaient des positions exprimées avec plus grande force, plus grande intensité. Alors c'est une question de structure, là, de composition des œuvres. Au fond, il y a pas mal d'œuvres, enfin au moins deux, qui partent d'un procédé de contamination. C'est-à-dire qu'on prend une œuvre et puis on dévie à partir de l'œuvre originale. C'est le cas de l'incident d'Antioche par rapport à la ville. C'est le cas d'Amel Le Subtil par rapport au Faubourg Scapin. Mais en même temps, l'œuvre, littérairement, quand on la lit, et d'ailleurs quand on la monte aussi, garde les traces de cette structure. C'est-à-dire qu'elle te fait écrire en acte, en scène, et finalement te voici comptable et honteux d'arriver dans le champ du théâtre contemporain avec une structure totalement réactive à la déréliction, on pourrait dire, organisée, reconnue, fêtée, voire même académique du théâtre contemporain. Donc on a été en gros réactionnaire. Alors comment t'arranges-tu de cette réaction patentée qui nous a valu les foudres du Monde, par exemple, parce que nous étions dans un exercice théâtral qui déployait, on pourrait dire, un arsenal scénique qui était somme toute compassé. Alors voilà, ça c'est cette question-là, si tu veux, du rapport que le théâtre entretient lui-même à ses propres fantômes. Voilà, oui, ça c'est une question formelle tout à fait importante, évidemment. Il est certain que cette tentative, aussi bien du côté du comique que du côté du tragique, et aussi bien du côté de l'intervention au présent que de l'intervention passé-futur un peu mélancolique, ces deux opérations, je les ai décalquées, littéralement, de pièces déjà existantes. C'est même pire que ce que tu dis, c'est pas simplement reprendre les canevas, c'est reprendre la pièce elle-même. Puisque l'écharpe rouge, ça suit le soulier de satin de Claudel, scène après scène. Incident d'Antioche, ça suit la ville, aussi scène après scène. Le registre des personnages est dans un certain sens le même. Leur fonction dialectique, contradictoire est la même. Et du côté comique, j'ai refait les Faubourg Scapin, et j'ai refait les grenouilles d'Aristophane, voilà. Et puis, vous savez, en philosophie, j'ai refait la République de Platon.
Donc c'est un peu une manie chez moi. Reste la Bible. Un peu une manie. Un peu une manie. Et dans le romanesque, je dois signaler que j'ai écrit un roman qui s'appelle Calme Bloc ici-bas, qui refait Les Misérables de Hugo. Donc je suis en train de refaire l'histoire universelle de tous les genres. Et alors, à quoi ça correspond? C'est bien, par rapport au contemporain, Oui, ça correspond évidemment à une sorte de difficulté. En réalité, c'est le point supplémentaire par lequel il y a dans ce que je fais, et probablement dans ma pensée, quelque chose que je revendique contre un certain contemporain négatif, et contre un contemporain qui se définit par la figure exclusivement et fondamentalement critique de l'entreprise artistique ou théâtrale, un art qui, à mon avis, est marqué par le profond nihilisme contemporain, y compris le nihilisme critique, quand il y a un nihilisme satisfait, objectif, mais le nihilisme critique est lui-même pris au piège du nihilisme. Une présentation générale de l'humanité comme déjà engagée dans la fin de l'humanité, quelque chose comme ça. Une présentation de l'art comme destruction des formes de l'art. Une présentation du théâtre. Il y a des essais, des littératures complètes sur ce qu'on appelle le théâtre sans théâtre, le théâtre après le théâtre, etc. Tout cela est extrêmement intéressant, je ne suis pas en train de polémiquer. Je comprends bien cette tendance-là, je la comprends. Je vois très bien comment elle s'accorde, dans un certain sens, avec un élément sourdement désespéré concernant le monde contemporain, le sentiment obscur qu'il est en train d'être désorienté, en fait, de ne pas savoir où il va, d'aucune façon, et que c'est vrai, ça, d'un certain point de vue, c'est vrai qu'il ne sait pas où il va, et que, parce qu'il ne va qu'au destin global de la marchandise, voilà. Et le destin global de la marchandise, ben, comme vous le savez, comme vous l'expérimentez, c'est soumis à des crises incontrôlées, incontrôlables, et ça ne figure pas aucun destin invisible pour l'humanité. Ça, c'est comme ça. Et qu'un art décrive cela, s'inspire de cela, en donne des formalisations critiques, etc., véhémentes, violentes, et refuse de ce point de vue-là tous les formalismes antérieurs, je le comprends. Je le comprends, mais c'est pas moi, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Je le comprends, mais ça n'est pas ce que je pense qu'il est le plus important de faire. Je pense que ce qui est le plus important de faire aujourd'hui, c'est de régénérer la conviction qu'il n'y a pas seulement que le cours du monde tel qu'il est, il y a la nécessité de lui opposer d'autres possibilités, complètes, radicales. Alors, si vous êtes dans cette conviction, qu'en définitive, la négativité n'est pas le plus important, parce que la négativité est déjà la loi du monde lui-même, hein, si vous pensez ça, alors si vous pensez que c'est d'un certain point de vue l'affirmation qui est le plus important, et que c'est l'affirmation qui doit commander à la négation, et pas le contraire, et si donc vous pensez que le principal c'est de proposer, quelles que soient les circonstances, un autre chemin, une autre voie, une autre représentation, alors vous avez un rapport différent à l'art et à son passé. Voilà. Et moi, je puise délibérément dans les formes d'art qui ont porté, à un moment donné, la même chose. Parce que les Faubourgs de Scapin, ça porte la capacité d'embrouille de l'opprimé et le ridicule des pouvoirs établis, certes, mais d'une certaine façon, la figure de l'opprimé, dans son langage, dans sa présence, est une affirmation. Le personnage de Scapin n'est pas un personnage négatif, c'est au contraire une affirmation souveraine. Il règne sur la scène et donc sur le monde. Et en fin de compte, les grandes propositions de Claudel, dans la ville ou dans le Soulier de Satin, sont animées par une conviction qui n'est absolument pas la mienne, mais qui n'en est pas moins une conviction grandiose, à savoir qu'au regard du désastre du monde contemporain, eh bien, il faut tenir ferme sur la figure du salut, telle que la
incarne ce qui à mes yeux n'est jamais que la fable chrétienne, et qui pour Claudel n'est pas du tout une fable. Voilà. Et donc il suffit de changer de fable. Il suffit de changer de fable, mais la forme ne va pas pour autant être détruite. Donc réinjecter cette forme pour de nouvelles figures de l'affirmation, c'est quand même ça que je considère comme, et c'est évidemment le biais par lequel la philosophie circule, moi aussi, dans le théâtre. Alors après, qu'on dise, ouais, tout ça c'est des vieilleries, tout ça c'est archaïque, tout ça c'est passé, je m'en fiche. Je m'en fiche. Parce que, être moderne, pourquoi ça serait bien? Mais c'est vrai. C'est une habitude que nous avons prise. Et pourquoi nous l'avons prise? Parce qu'il est très important que nous considérions comme très bien le dernier modèle de voiture, et le dernier modèle de téléphone portable, et le dernier modèle d'ordinateur, et ainsi de suite. Il faut quand même bien voir que cette obsession de la nouveauté, c'est une obsession marchande. C'est la nécessité absolue, sauf mort par inanition du capitalisme, que les gens se précipitent sur des objets nouveaux qu'on leur propose. Ça, c'est indubitable. Et nous sommes dressés à ça, tous. Hein, tous. Même moi, j'ai un dernier modèle de portable. Donc je ne suis pas en train de dire que je suis en exception de ça, pas du tout. Mais au niveau général, je vois très bien, je comprends très bien qu'il faut se méfier aujourd'hui de l'obsession de la nouveauté, fut-elle critique, comme norme de la création artistique. Ça n'est pas suffisant, ça n'est pas assez. Parce qu'on ne sait pas, à un moment donné, si en fin de compte, ce que vous faites là de critique n'est pas simplement homogène à la nécessaire nouveauté des choses, et si on ne va pas acheter votre critique comme le reste, comme un produit nouveau. Moi, je m'en fiche d'être nouveau, finalement. D'un point de vue, ce n'est pas mon problème. Ce qui, je crois, c'est que ce qu'il faut, c'est réimposer, réaffirmer, reconstruire une nouvelle affirmation, non commercialisable. Enfin, vous allez vous faire finalement la commercialiser quand même, la Chine est extrêmement puissante, mais néanmoins, l'intention est celle-là. Alors, c'était pour répondre vraiment sur le fond à la question que tu poses. Tu vois. Alors, évidemment, Alain, un discours là, à l'endroit où il est, c'est-à-dire et de l'écriture et de son œuvre dont je parlais préalablement, philosophie romanesque et théâtrale, la tempérance qu'il affiche à l'égard de formes qui sont contradictoires avec son nous réaffirmé, je la comprends, cette tempérance. Elle est beaucoup plus difficile à vivre quand on est armé, c'est-à-dire sur scène, dans la plaine de son écriture. C'est-à-dire que nous, le combat, on le vit. On le vit parce qu'on est dans un rapport au public direct, et que finalement le théâtre se vit dans l'achèvement à court terme de la représentation. Donc on saigne à servir quand même l'aventure que nous, on a pu avoir ensemble et qu'on continue à avoir. Et je dirais, il y a deux choses que j'entends. Un, le théâtre est requis du point de vue de son énergie, et ça c'est le debout les morts d'Ahmed, hein, c'est-à-dire qu'on est requis à l'endroit d'une énergie. L'énergie étant en tant que telle rétive à tout système politique, je dirais puissant et abusif. Voilà, hein, je dis ça, et à la clarification. Alors ça c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a dans le théâtre contemporain tel qu'il contemple le monde, l'idée parfois de confondre l'obscurité avec la profondeur. Et que donc, puisque c'est obscur, c'est profond. On voit l'obscurité derrière d'autres obscurs. Et donc voilà. Donc, évidemment, face à la puissance de proposition que peut représenter, parce que vous ne savez jamais, et qu'au fond, dans le noir, vous pouvez imaginer toutes les formes que vous voulez, la clarification est faible. Car on a tendance à confondre clarification et simplification. Or, la clarification du monde peut passer, par exemple, par une équation mathématique qui n'est rien, qui n'est pas claire. Enfin, voilà, alors, c'est ça, comment ça s'investit dans le champ théâtral et tend ces objectifs politiques, finalement, fondamentaux, hein, pas simplement conjoncturels, pas simplement nommer Nicolas Sarkozy ou Jean-Marie Le Pen ou je ne sais qui, Robérus, que nous avons fait conjointement, et occasionner des départs de salles, par exemple, signifiantes. Tu vois ce que je veux dire? C'est la clarification, c'est-à-dire comme objectif aussi de la scène. Oui, là aussi, je t'approuverai tout à fait, parce que
il faut aussi se méfier de l'objectif, ou de l'objection plutôt, de la critique portée contre la menace de la simplification. Il y a des choses très intéressantes, même dans Brecht, bien sûr, qui proposent toute une série de transformations qui sont en réalité des simplifications. Dans l'histoire de l'art, il y a des simplifications fondamentales, spectaculaires. Par exemple, en musique, c'est absolument évident que la révolution introduite par rapport à l'art baroque par Haydn, Mozart et Beethoven, ce qu'on a appelé le style classique, c'est fondamentalement une simplification. La musique baroque était beaucoup plus compliquée, embrouillée, complexe, multipliant les ressources du doigt, et il y a à un certain moment dans les symphonies de Haydn un véritable geste de simplification. Or, c'est ce geste de simplification qui a réorienté la musique. En fait, dans la complication, on ne pouvait plus continuer. Ça devenait inaudible et arbitraire. Et donc, c'est pas impossible qu'on en soit là aujourd'hui. C'est une hypothèse. Une hypothèse. Comme toujours, les hypothèses, elles cherchent à vous donner raison. C'est le rôle d'une hypothèse. Mais c'est une hypothèse qui peut avoir des arguments. Nous sommes plutôt dans un moment où de grands gestes de simplification restitueraient à l'activité artistique sa possibilité notamment de communiquer avec tout le monde, de ne pas être une obscurité réservée, et la soustrairait aussi, pour part, aux opérations du marché, opérations du marché qui n'affectent pas principalement le théâtre, ça c'est son innocence, hein, mais qui affectent les arts plastiques de manière extraordinaire. Aujourd'hui, dans les périodes d'après-crise, on voit tout d'un coup l'art contemporain monter à des cotes extraordinaires, parce que c'est plutôt là qu'il faut le mettre que dans des investissements douteux. Et cette possibilité, elle est quand même liée à la capacité de l'art à constamment promettre du nouveau, y compris du nouveau critique, et à dire, si vous ne faites pas du nouveau critique, vous allez revenir en arrière et faire des simplifications inacceptables. Moi, je dirais qu'il faut plutôt inventer la nouvelle simplification. Et je dois dire que une des choses qui m'a lié à toi, c'est que je voyais ça dans ton théâtre. Je voyais ça dans ton théâtre, c'est-à-dire une frontalité, une sorte de transparence, comme ça. Ne rien introduire qui soit purement au niveau de la fêterie, de l'effet, de l'ornement, couper droit vers ce qu'on est en train de communiquer. Et là, ça reste encore le fondement de notre accord. Même si ça a été pénible, quelquefois. Ça a été pénible. Oui, parce que c'est pas forcément des relations qui sont toujours animées par la tempérance, justement, hein, parce que... Mais bon... Non, juste une chose, justement. Alors là, c'est le théâtre qui se fait comme pédagogie de l'auteur. C'est-à-dire ce qu'apporte la fréquentation. Hein. On va prendre trois fréquentations, disons pour toi, pour moi dominantes. Vitesse, d'en parler, enfin, en quoi Antoine Vitesse est dans sa perspective, lui, un homme de théâtre, au-delà, le poète, je veux dire, était concerné par l'œuvre, puisqu'il y a eu l'écharpe rouge, donc là aussi Claudel derrière, et puis la volonté de faire amène le subtil. En ce qui me concerne, on va passer dessus, mais je parlerai du masque à ce moment-là, c'est-à-dire l'apport du masque, et tout d'un coup la question du masque, qui à mon avis a beaucoup orienté l'écriture, et je dirais même les thèmes philosophiques que l'on a abordés dans La Belle Philosophe, et puis tout dernièrement la collaboration avec Robert Villiers, ce qui est quand même assez particulier pour toi, je veux dire d'être associé en tant que 10 artistes intellectuels, moi j'aime pas beaucoup l'expression, mais voilà, à une institution théâtrale et de penser le théâtre public au travers de ton activité philosophique déployée dans un théâtre. C'est trois chapitres. Oui, en ce qui concerne Antoine, ce qui a été si important pour moi qu'en réalité, ce que tu apparais, en vérité, sa mort m'avait retiré du théâtre. Antoine Vitesse me disait souvent que
Le théâtre, le but du théâtre, c'est d'éclairer l'inextricable vie. Éclairer l'inextricable vie. Et donc, le théâtre, pour lui, c'est une œuvre de clarté. Et je dirais même que cette œuvre de clarté pouvait requérir des simplifications, parce que justement, il s'agissait de défaire patiemment les nœuds dans lesquels le sujet se trouve pris dans son inextricable vie. Et on sait bien que le théâtre, c'est quelque chose qui montre les différentes possibilités de décision dans l'existence. C'est sa matière la plus intense, d'abord. Quel que soit ce théâtre, c'est toujours à la fin des fins, quelqu'un qui a décidé quelque chose, et puis il y a plusieurs options, et comment se présente la meilleure, etc. Il arrive, il échoue, c'est autre chose. Et c'est bien ça. Moi, c'est ce que je vois dans le théâtre, sous cet enseignement de thèse, l'inextricable vie. Éclairée. Et éventuellement, pour cela même, simplifiée. Vous allez en passant que mon rapport aux mathématiques, qui est très important, est la même chose. C'est-à-dire que les mathématiques ne sont pas du tout obscures. Elles sont parfaitement claires, au contraire. Elles sont même ce qu'il y a de plus absolument clair. Et si elles sont très difficiles, c'est pour ça. C'est pas du tout parce qu'elles sont compliquées, c'est parce qu'elles sont beaucoup trop simples. Et que quand vous lisez les formules mathématiques, il n'y a rien à chercher derrière. Il y a ce qui est écrit, c'est tout. Et on ne peut pas s'empêcher de chercher quelque chose derrière, c'est pour ça qu'on ne comprend rien. C'est-à-dire, on se dit, je vais lire ça. Les formules mathématiques, ça ne se lit pas. Ça est. Et vous devez la prendre en tant qu'elle est, et qu'en tant qu'elle est, elle autorise l'on maîtrise une autre, qui est aussi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez au résultat. Donc la mathématique, c'est aussi une simplification, toujours. C'est une simplification des idées les plus fondamentales, une simplification de l'idée de la multiplicité, de l'idée de la différence. Enfin, c'est une parenthèse, mais elle n'est pas indifférente. Et donc ça, l'élément de lumière, de clarté, que je voyais dans votre thèse, que je vois en toi aussi, c'est mon chemin. Le masque, oui. Le masque, c'est très important, et c'est aussi, alors ça, le rapport à Pirandello, à cette zone théâtrale-là. Les expressions extraordinaires de Pirandello, y compris le titre qu'il voulait pour ses œuvres, qui était « Masque nu ». Un masque nu, c'est une complication. C'est le masque sur la nudité, alors comment est-ce qu'il peut être nu? Pirandello, c'est celui qui assigne au théâtre cette fonction. Tout est masqué. Mais le théâtre, c'est le masque nu, c'est-à-dire le masque qui, étant perçu comme masque, n'est plus en état de dissimuler quoi que ce soit, puisque c'est lui qui est là. Et donc, on voit le masque, et la nudité du masque, c'est la pénétration, c'est ce qui est démasqué en réalité. Le théâtre ne porte le masque que pour mieux démasquer, en montrant qu'il y a le masque. Ça, c'est un enseignement aussi fondamental, parce que, en réalité, Pirandello nous montre que il faut faire très attention qu'une partie de ce qui est évident, c'est justement ce qui est masqué. C'est-à-dire que le masque doit être pris comme l'indice d'une évidence, et non pas comme le secret définitif et obscur de la réalité humaine. C'est pour ça que le théâtre de Pirandello est un théâtre qui est art, c'est le plus sophistiqué apparemment, et le plus au deuxième, troisième ou quatrième degré, mais en réalité il est un rat de l'existence, parce que toute existence est masquée, et que si vous montrez que toute existence est masquée, vous démasquez cette existence, naturellement, et vous la présentez dans sa nudité, masque nu. Et c'était un peu la fonction du masque de Hamet, parce que nous ne voulions pas, ni toi ni moi, que Hamet soit une singularité repérable. Alors, bon, oui, c'est le jeune arabe des cités, etc., etc., etc. Il était cela, mais sous le masque. Voilà.
Et dès qu'il avait le masque, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait qu'il était n'importe qui aussi bien. On ne savait pas qui il était. Mais c'est ce n'importe qui que le théâtre déclarait capable des choses qu'il faisait. C'était ça. Et ça, c'était l'universalité. Et donc ça, c'était le vrai théâtre. Le théâtre montrant aussi que n'importe qui était capable de monter sur la scène. Même quand c'est la scène de l'histoire. N'importe qui est capable de monter sur la scène. Ça, c'est le caractère absolument démocratique du théâtre. Et puis... oui, c'est ça. Alors là c'est une aventure. J'enseignais, je raconte l'anecdote. Allons-y pour les anecdotes. J'enseigne depuis des années à l'école normale supérieure, très haut. Et je fais maintenant, je fais ce que je veux, maintenant j'ai le droit. Et donc je fais un séminaire tous les mois, je fais un séminaire mensuel à l'école supérieure, et dans ce séminaire, c'est pas une vantardise, il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. En fait, il y a trop de monde. C'est-à-dire que la salle n'est pas conforme aux normes de sécurité. Et très souvent, le pompier de service vient, il prend note de ce qui se passe, et il dit « Vous n'êtes pas conforme aux normes de sécurité ». C'est très théâtral déjà, ça. Y compris la personnage du pompier. Oui, je sais que tu as fait une affection particulière pour le pompier de gendarme. Mais oui, absolument. De vieilles figures comme ça de l'État, le pompier salvateur, le gendarme répressif. L'État, c'est toujours celui qui vous sauve et celui qui vous matraque, enfin les deux. Et alors, bon, ça allait comme ça, et puis, à la fin de l'année universitaire précédente, on dépose les demandes de salle, comme toujours, et je savais que venait d'être libérée une grande salle où j'aurais été conforme aux normes, même aux yeux du pompier le plus sévère, et que cette salle qui était en travaux, et dans laquelle j'avais été pendant des années avant, toute sécurité, était réouverte. Donc je demande cette salle. Et je dis, si réellement elle est indisponible, je reprendrai la même, qui était la deuxième plus grande salle de l'école normale supérieure. Et voilà. Et à la rentrée, je m'aperçois que, premièrement, on ne me donne pas du tout la nouvelle salle. Je demandais une salle par mois entre 20h et 22h. Et c'est pas une occupation dramatique. Je demandais peu de choses. Alors non seulement on ne me donne pas ça, mais on ne me donne pas non plus l'ancienne salle. Hein, et on m'offre une salle minuscule, toute petite, où je pouvais loger à peu près un petit dixième de mon auditoire normal. Alors je proteste. Et je cherche qui a décidé cela. Impossible de savoir qui. Encore aujourd'hui, je ne sais pas qui a décidé. C'est une leçon admirable sur l'État. Je ne sais pas qui a décidé. J'écris au directeur. À mon directeur. Je lui dis, voilà, je lui raconte l'histoire. Et je lui dis qui a décidé ça. Il me répond assez longtemps après. 2 mois après. Les opérations avaient commencé, je vous dirai comment tout à l'heure. Et il me répond en me disant, voilà, oui, la première salle, eh bien, elle est indisponible justement dès 20h. Parce que pour qu'elle soit utilisée après 20h, il faut que celui qui l'utilise paye un service de sécurité. Alors je me souviens qu'il y avait eu un projet de privatisation de cette salle. Cette salle, on avait payé sa réfection particulière. C'était une salle perfectionnée, hein, on pouvait faire des projections, etc., etc. Elle avait été entièrement refaite avec, sous la loi d'autonomie des universités,
leur permettant de négocier avec les autorités privées, et cette salle avait été refaite avec les capitaux de la grande compagnie Orange. Voilà. Donc nous touchions au capital, là, directement, et depuis qu'elle était privatisée, avec usage possible et prioritaire de cette salle, pas pour les assemblées générales des actionnaires de Orange, c'était un autre type de théâtre. Et voilà, et là il me dit ça, et que donc, donc cette salle qui s'appelle la salle Jules Ferry, ailleurs, hein, elle n'a pas été encore rebaptisée Jules Orange, donc Jules Orange, voilà. Et il ne me disait pas qu'elle avait été privatisée. Il ne faisait aucune allusion ni à la privatisation ni à Orange. C'est moi qui suis souvenu, on m'avait dit ça, et qui ai vérifié que c'était bien le cas. Mais il n'en parlait pas, le directeur. Il disait simplement, il faut maintenant payer une sécurité. Alors, bon. Mais il ne me disait pas non plus du tout pourquoi on me refusait la salle d'avant. Il ne parlait même pas du pompier. Il ne parlait de rien. Et donc, en vérité, il me vidait. Il me vidait. Il le savait parfaitement. Je n'allais pas convoquer un séminaire où il y a en général entre 300 et 400 personnes dans une salle faite pour 50. Alors là, vraiment, moi-même, j'aurais trouvé que le pompier avait raison. La sécurité était menacée. D'ailleurs, quand j'étais dans la salle du stade, théâtrale, je m'inquiétais moi-même. Je trouvais qu'en effet, c'était pas entièrement normal, et j'étais très content de rentrer dans l'ancienne salle, rénovée, etc. Alors, là-dessus, bien avant, il y avait eu, je connaissais depuis assez longtemps Marie-Josée Valis, qui venait d'être nommée directrice du théâtre de la Commune à Aubervilliers, et elle m'avait demandé quelle forme de collaboration elle pourrait avoir avec moi, dans l'idée générale d'un lien entre théâtre et philosophie, finalement. Elle savait que j'étais dans cette affaire, le lien entre théâtre et philosophie, et je lui ai dit, je te fais une proposition tout à fait particulière, je fais mon séminaire au théâtre de la Commune, mon séminaire de philosophie, au théâtre de la Commune. Là, la grande salle du théâtre de la Commune, c'est bien parfaitement, le pompier du temps, il y en a un aussi là. Et voilà, et j'ai donc transporté dans un premier temps mon séminaire au théâtre de la Commune, sans trop savoir, pour une histoire de salle. Et je me suis dit, je suis quand même le premier à être vidé de l'école normale depuis Lacan. Parce que Jacques Lacan avait été vidé aussi par le directeur. Mais lui, il savait qui? C'était le directeur qui lui avait envoyé une lettre, on ne vous veut plus. Moi, mon directeur, il m'a fait comme s'il voulait toujours, mais que malheureusement, il n'y pouvait rien. C'était un directeur de l'ordre de l'étape de l'impuissance directoriale. Celui qui avait vidé Lacan était quand même plus. Alors, je me suis retrouvé à la Commune et je me suis dit, bon, au bout d'un certain temps, je faisais mon séminaire, la salle est comble, et je me disais, bon, je suis dans un théâtre, est-ce que... Alors petit à petit, j'ai senti la contagion du théâtre. J'ai senti que, bon, je faisais mon séminaire, pour faire un séminaire, c'est toujours un peu un théâtre, après tout, mais quand même. Alors je me suis dit, je pourrais peut-être illustrer de l'intérieur de mon séminaire, théâtralement, certaines choses. J'ai commencé à négocier, faire venir quelques comédiens, Didier Galache lui-même a fini par revenir, avec son masque, donc j'étais là fantomatiquement. Et j'ai fait quelque chose qui, je crois, était quand même une formule nouvelle, c'est-à-dire que j'avais intégré des moments théâtraux dans le séminaire, et des moments théâtraux absolument reliés à ce que j'étais en train de raconter par ailleurs. Donc j'ai puisé dans la bête philosophe, c'était plus simple, parce que dans la bête philosophe, il y avait des scènes sur le hasard, sur la nécessité, sur Dieu, sur tout ça, et sur tous les concepts de la philosophie, pratiquement. Et donc je pouvais puiser dans la bête philosophe, il y avait des comédiens qui intervenaient, parce que j'étais sur la scène d'un théâtre, et puis ils intervenaient, je me mêlais un peu à ça, plus ou moins, et puis le séminaire reprenait son cours, puis il y avait d'autres intervenants, donc j'ai inventé le séminaire théâtral. Voilà.
Et c'est lui qui mériterait le nom de grand séminaire. C'est le grand séminaire théâtralo-philosophique. Voilà, je vous racontais cette histoire parce que, après tout, l'histoire des institutions, c'est intéressant aussi. Mais c'est une institution qui, au fond, parvenue à un certain point de pénétration par un public étranger, parce que c'est ça qui est en question. Quand vous avez des centaines de personnes, c'est évident que ce n'est pas les élèves de l'école normale supérieure qui sont là. Derrière, c'est l'invasion de cette noble institution par des étrangers. C'est un public, c'est une audience théâtrale. Exactement, ces gens-là, ils viennent pour le séminaire, mais comme on va au théâtre, c'est-à-dire librement, parce qu'ils le décident, pas parce qu'ils sont dans l'institution, pas parce qu'ils sont là, mais parce qu'ils ont envie d'aller. Ils ont envie d'aller là et ils y viennent. Et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas aux institutions académiques. Je le sais, et c'est mondial. J'ai un grand ami, philosophe américain, qui s'appelle Cornel West, qui est un pragmatiste. Il a été chassé de Harvard exactement pour la même raison. On a commencé à lui filer des salles minuscules, il avait un public énorme, et quand il est... Alors là, en Amérique, on est plus sincère. Hein. Là aussi, le directeur lui dit non. Il est allé voir le directeur, et le directeur, grand doyen de Harvard, imaginez le personnage, lui a dit « Vous avez beaucoup trop de monde. » Comme ça. Là, c'était la vérité. C'était la vérité. C'est qu'à un moment où l'institution, se sentant débordée par quelque chose, de manière instinctive et mécanique, réagit par une sorte de procédure d'expulsion difforme, dont en vérité, après, contrairement au cas américain, personne ne revendique la responsabilité. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas, personne n'a décidé. Voilà. On va chercher. Mais finalement, école normale supérieure, c'est une définition qui peut être tout à fait acceptable pour un théâtre public. Ah ben oui, absolument. École, absolument. Ça nous rappelle à l'unité et supérieure à notre mission. Je reviens à la question théâtrale. Je vous renvoie à la lecture des citrouilles, du début des citrouilles. Alors pardonnez-moi, je n'ai pas en tête exactement l'œuvre, je la connais bien. Ahmed, le philosophe, qui emmène le ministre de la Culture aux enfers pour interroger Brecht et Claudel sur la crise du théâtre, c'est ce qu'on avait fait commis tous les deux, fait à un moment donné un point sur la crise. C'est un texte admirable que moi j'ai réouvert le TNP avec ce texte-là, texte qui, par une parabole expliquée par Ahmed, présente plusieurs arbres alignés exactement tous dans le même axe, cachant le dernier, si vous voulez, et qui part de l'arbre du public et découvre ensuite l'arbre de la finance, l'arbre des journalistes, pour arriver au fait à l'arbre du poème qui est tout dépéri. Et donc l'objectif de Ahmed en réponse à la crise que la ministre constate, à l'époque d'ailleurs il n'y avait pas encore de ministre de la Culture, on était encore sous un régime masculin, quand nous le travaillions. Donc la ministre de la Culture en question apprend d'Ahmed qu'il faut replanter l'arbre des poèmes et qu'il faut discipliner celui des acteurs. Bon, et qu'il faut réinvestir la notion de l'opération libre et donc sans profit du théâtre. Voilà. Le texte est admirable, quasiment aujourd'hui programmatif. Bon. Alors la question, c'est que c'est l'arbre des poèmes. C'est une question qui, moi, me paraît essentielle dans ton rapport à Claudel. On a parlé donc fondamentalement de trois axes de ton œuvre, romanesque, philosophique et théâtrale. Mais y a-t-il pas, en refoulé l'axe poétique, moi j'ai toujours pensé qu'il y avait ça derrière. Au fond, il y a un double axe, qui est l'axe poétique. Alors, pardonne-moi le mot, il est maladroit, mais refoulé, c'est-à-dire qui ne s'affirme pas en tant que tel, mais qui est présent. L'incident d'Antioche, je le tiens comme un poème, à part entière, il y a plus que comme un texte dramatique au sens propre. Donc, cet axe-là, et puis l'axe baroque. Voilà, baroque. Hein, moi, je pense que le théâtre français est malade de son rapport au classique, principalement son rapport à Jean Racine. Je ne vois pas l'autre. On dialogue avec Racine et son économie lexicale, et qu'on a un refoulé baroque dans notre formation, nous, technique, littéraire, nos gens de théâtre, mais dans notre pratique. Et que finalement, malgré les coups de boutoir de Victor Hugo, qui, même s'il réinterroge par le drame romantique l'ordre classique, reste un dialogue via l'alexandrin avec la problématique classique. C'est sans doute Claudel qui donne le coup de boutoir avec la question
du grand théâtre du monde, au sens propre. Il y a plus d'eau chez Claudel que de terre, par exemple. Et puis par la langue, hein, par donc la mise à disposition d'un autre outil langagier. Alors est-ce qu'au fond, ce ne serait pas quelque chose qui agite cette question poétique d'un côté et cette question baroque de l'autre? Oui, sur la question poétique, d'abord je voudrais rappeler que dans mon œuvre philosophique, la poésie est très importante en tant que telle. J'ai toujours considéré que la langue philosophique se déployait comme une sorte de langue bâtarde entre la poésie à une extrémité de la langue et les mathématiques à l'autre extrémité de la langue. Et qu'elle est tentée tantôt du côté de la démonstration, de l'argumentaire et de la formalisation, comme le prouvent des livres comme l'éthique de Spinoza, qui est écrite comme un traité de mathématiques. Elle est aussi tentée